Le live arrive, enfin un tout petit peu de retard, on s'excuse encore. Notre MOF, Frédéric Jonon, est sur la route, il va nous rejoindre. Nous sommes aujourd'hui, je suis très content d'être ici, je suis Sébastien Ripari et j'ai la chance et l'immense honneur de vous parler d'un produit que j'ai reçu il y a quelque temps de cela, que j'ai dévoré vraiment parce que je pense que c'est un ouvrage qui va être l'ouvrage référent, mais il a même ce mot dans son nom, le référent du végétal aujourd'hui. Il y a eu des contributeurs qui seront présents, je vous les présenterai tout à l'heure avec nous pour faire cet ouvrage juste extraordinaire et qui s'adresse aux professionnels et également aux particuliers qui ont envie de se former sur cette cuisine végétale. C'est cet ouvrage-ci, voilà, à partir d'aujourd'hui, il est ouvert à la vente. C'est un livre incroyable puisque d'abord c'est un outil de formation. Ça c'est la première des choses pour tous. Il y a 1000 pages. Alors je vais vous donner les chiffres qui font tourner la tête. Il y a 1000 pages. Il y a 200 produits. Il y a 200 techniques culinaires. Il y a 130 préparations de base. Donc vous partez d'un produit et puis on vous explique comment faire la recette. Il y a 190 recettes illustrées et une particularité. On est dans la nouveauté technologique. Pour ceci, les éditeurs du livre, Frédéric et Antoine, nous parleront de cette nouvelle façon de consommer le livre. Il y a des vidéos. Il y a des vidéos sur lesquelles vous pouvez faire le pas à pas des recettes portées par nos grands chefs aujourd'hui. Donc, édition BPI, le livre sort aujourd'hui. Il s'appelle La cuisine végétale de référence. Voilà. Et la parole, pour commencer, je la passe à Antoine Violette, qui est l'un des présidents du groupe BPI. Mon cher Antoine. Des éditions BPI, au moins. Oh. Merci Sébastien. Oui. Très heureux d'être là ce matin pour officiellement annoncer la publication de la cuisine végétale de référence, effectivement, qui sort aujourd'hui en librairie. L'aboutissement d'un grand travail, 3 ans de travail de 5 auteurs. Puis l'aboutissement d'un projet pour notre maison édition BPI, que j'ai le plaisir de diriger avec Emmanuel Gironajo, qui dira un petit mot tout à l'heure. L'histoire d'un projet qui vient s'inscrire dans une continuité et puis également qui est une innovation pour nous. Nous avons une particularité chez BPI, c'est que nous sommes éditeurs et nous éditons les livres et les ressources qui sont utilisées beaucoup dans les écoles hôtelières, mais plus généralement par les apprenants et les professionnels de la gastronomie, des métiers de l'hôtellerie, de la restauration, en cuisine, en pâtisserie, en service, en sommellerie. Et ce livre vient bien évidemment trouver sa place dans cet héritage et dans cette ligne. Et puis, au gré de ce travail de 3 ans, pour nous, ça a été une prise de conscience sur une innovation, sur bien sûr la cuisine végétale et un petit peu plus largement, une évolution de notre ligne éditoriale, vers une restauration, une hôtellerie un petit peu plus durable. Donc aujourd'hui, nous venons poser ce livre, La cuisine végétale de référence, et il est très certainement au début d'une nouvelle ligne éditoriale qui va aller maintenant s'étendre vers une pâtisserie un petit peu plus durable, un service en salle aussi que l'on va regarder différemment, également le métier de barman, peut-être un petit peu plus tard le métier de sommellerie au travers des vins. Donc ça a été véritablement, pour nous, c'est le début d'une nouvelle ligne éditoriale. Et puis d'une nouvelle façon de travailler, et ça Emmanuel en parlera tout à l'heure, puisque notre métier d'éditeur évolue, et du papier de plus en plus nous allons vers le digital. Continuité, je le disais, parce qu'il vient s'inscrire dans notre collection de références. Alors, les éditions BPI, les professionnels de l'hôtellerie, de la restauration, en général, nous connaissent bien. Et depuis quelques années, nous avons bâti une collection qui s'appelle la collection des ouvrages de référence chez Éditions BPI. Cette collection, elle vient d'un premier ouvrage, La cuisine de référence, qui est depuis 30 ans. C'est un best-seller. C'est un best-seller. Alors, traduit maintenant en anglais, disponible un petit peu partout dans le monde, puisque beaucoup de chefs français à l'étranger l'utilisaient en français grâce aux images et puis traduisaient eux-mêmes. Maintenant, il existe depuis 3 ans en anglais. Et puis un best-seller, effectivement, puisque on peut le dire assez fièrement, il y en a plus de 800 000 exemplaires qui en ont été vendus, ce qui est la preuve de son utilisation depuis plus de 30 ans dans les formations. Alors, cuisine de référence, c'est une méthode, c'est aussi une maquette, comme on dit en édition, c'est une méthode, c'est-à-dire qu'on vient présenter les produits,
on vient présenter les produits et leur préparation, leur découpe par exemple, pour le bon usage. Et c'est ce que Frédéric le dira peut-être tout à l'heure. C'est important de préparer les produits, même une carotte, selon l'usage que l'on va en faire. C'est aussi des préparations de base et puis des recettes pour mettre en application. Et le tout avec beaucoup de photos. C'est ça la méthode qui est vraiment qui a beaucoup changé dans la façon de transmettre, dans notre métier de collecter et de conserver, de transmettre les savoir-faire. Ça a été cet apport de photos dans la collection de références. Et puis depuis quelques années, ce travail que l'on a fait avec Emmanuel, c'est que nous y avons introduit beaucoup de vidéos. Et cette rigueur, qui correspond à la rigueur de la cuisine française. La cuisine française, elle est connue pour ses préparations précises, pour ses sauces en particulier, mais cette rigueur, elle est très importante. Et on a adapté la même méthode avec les auteurs qui sont là pour pouvoir donner véritablement une nouvelle boîte à outils pour tous ceux qui font à manger pour les autres. J'allais dire tout à l'heure que je n'étais pas d'accord avec toi sur un point et tu viens de le soulever et tu as raison. Moi, je trouve que vous êtes au-delà des apprenants et des professionnels sur un livre comme ceci. Moi, je suis ni apprenant ni un professionnel et je me suis régalé. Je pense que c'est le livre référent, il est référent pour tous. C'est un livre qui apporte une vision, qui apporte une réflexion, des techniques effectivement, mais des techniques qui sont très simples. On le parlera tout à l'heure avec nos contributeurs, évidemment nos grands chefs. Il faut savoir qu'une carotte, ça se pluche d'une façon et pas d'une autre. Et ça, madame, tout le monde a besoin de le savoir. C'est pas juste. Et je pense que cette ligne éditoriale plus durable, comme tu le disais, elle est peut-être aussi plus dans l'air du temps et plus ouverte à tous. La cuisine est de plus en plus de toute façon ouverte à tous, les arts culinaires, la pâtisserie également. Et nous nous sommes rendus compte qu'au gré des ans, bien évidemment, les ouvrages sont beaucoup utilisés par les professionnels et futurs professionnels en formation, mais de plus en plus par des gens qui ont envie d'aller plus loin dans leur connaissance et dans leur compréhension des préparations culinaires. Donc c'est à ce besoin, et c'est aussi pour tous ces lecteurs que nous travaillons. Et puis cette façon aussi d'aller... Le livre est également une porte d'entrée, un portail vers un univers digital. On commence par le livre. Le livre a sa vie de livre, mais il rassemble un peu plus de 200 QR codes qui renvoient vers des vidéos, qui renvoient vers notre plateforme BPI Campus, qui a environ 1000 vidéos qui sont là à disposition et en libre accès. Et comme Emmanuel va le dire dans un instant, c'est aussi véritablement l'évolution de notre métier d'éditeur qui va à l'origine du papier, on y pense tout le temps, mais de plus en plus vers l'édition digitale. Le livre est également disponible en digital, en format digital, et c'est également un portail vers tout un univers digital autour de la cuisine végétale. Et je vais passer la parole à mon... Avant de le présenter, bientôt en anglais, parce que ça, on m'a posé la question plusieurs fois. Je sais qu'il y a des aficionados. Alors, bientôt en anglais, nous y travaillons d'ailleurs activement avec l'équipe d'auteurs, si tout va bien, d'ici une année en anglais. C'est ça demande un formidable. petit peu de temps de travail. Oui, c'est vrai que vous ne faites pas grand-chose le reste de l'année. En tout cas, c'est un super ouvrage, j'en suis vraiment fan. Donc, Emmanuel Girounajou, voilà, aussi coprésident avec... Bonjour. Bonjour Emmanuel. Je vais faire court, parce que j'ai envie qu'on laisse la parole à nos auteurs. Et Antoine a été assez complet dans sa présentation de notre travail. Comme il a dit, on est sur un vrai travail de transition sur le fond, et puis effectivement aussi de transition sur la forme. Avec effectivement cet investissement dans le digital, avec quand on achète le livre, vous avez un accès immédiat que vous pouvez déclencher pour pouvoir accéder sur votre ordinateur, sur votre téléphone à la version digitale du livre. Donc il y a une portabilité, une disponibilité totale du livre, quelle que soit votre situation. Et puis bien évidemment ce challenge que tu viens d'évoquer qui est l'internationalisation, donc la disponibilité en anglais. Ça nécessite aussi une dématérialisation du livre parce que on porte déjà un certain nombre de nos ouvrages en anglais à l'international, mais c'est toujours un petit peu compliqué d'exporter des ouvrages aussi lourds en plus. Et donc l'avenir, c'est que le contenu des ouvrages soit disponible, et notamment dans des nouvelles formes. On parle là de e-learning, et donc de décomposition du livre
en pièces détachées qui permettent une progression, qui permettent de suivre un parcours pédagogique en ligne. Donc ça, c'est ce sur quoi on est en train de travailler effectivement. Ce qui permet à tous de pouvoir se former suivant les décalages horaires, les pays de formation, la disponibilité du temps qu'on a. Exactement, parce que c'est vrai que la formation des chefs, c'est tout de suite compliqué, parce que les chefs sont déjà très occupés avec leurs exploitations. Et donc, ils ne peuvent pas toujours allouer du temps à venir se former en présentiel. Donc, la possibilité de suivre une formation à son rythme, en distanciel. Donc, ça, c'est vraiment un de nos objectifs de cette fin d'année et du début d'année 2024. Et puis, effectivement, l'anglais, l'internationalisation. On veut diffuser cette parole le plus largement possible. C'est vrai qu'en ce qui concerne le fond, ce sujet de la cuisine végétale a beaucoup été abordé par les anglo-saxons. Les Français... on a cette culture de la crème, du beurre, de la viande, d'une nourriture assez riche. On voit souvent une opposition. On parle de cuisine végétalienne ou végétarienne, où là, on rentre dans des systèmes de régime alimentaire avec de l'exclusion. Une des particularités de ce livre, c'est d'être assez inclusif. C'est-à-dire, oui, on est à fond pour le végétal, mais on n'exclut certainement pas... on en parlera effectivement avec les auteurs. Les autres produits, et ça, je pense que c'est un point important, parce qu'il y a souvent une confusion de la part des chefs, de dire j'ai pas envie de m'y mettre, comme si ils devaient changer de bord. Ils étaient soit d'un côté, soit de l'autre. Alors, comme disent certains en politique, voilà, on va être dans le en même temps, nous, de notre côté. On va être dans le et pas dans le ou. Mais bon, là, les chefs vont en parler beaucoup mieux que nous, parce qu'ils sont sur ce front-là et c'est passionnant. Donc voilà, je tiens à les remercier vivement, parce que quel travail ils ont effectué. C'était formidable de travailler avec eux. Effectivement, je vous rappelle, c'est un ouvrage complet, plus que complet. Tout à l'heure, les derniers jours, je prenais mes notes sur le livre et je me suis dit, mais finalement, le mot, il existe en français, ça s'appelle une encyclopédie. C'est tout le savoir que tu peux avoir dans un livre. Moi, j'ai juste une question pour vous avant de passer la parole à notre expert Nicolas Nouchi, qui va nous faire un point effectivement global sur le panorama du végétal dans la restauration. Et on est très attentif à ce que tu vas nous dire, mon Nicolas. Ça fait 2 fois que vous utilisez le mot référent. Là, c'est encore un ouvrage référent. Alors, pourquoi ce mot ? Qu'est-ce qui représente pour vous le best-seller ? Il y a le mot référent. Et là, on est sur la cuisine végétale de référence. C'est pour éliminer la concurrence. On est d'accord. Donc on est vraiment sur... Voilà. Il y a nous et les autres. Voilà. C'est ce que je n'attendais pas moins de toi, mon cher Emmanuel. Et tu remarqueras comme Antoine est beaucoup plus discret sur ce mot, mais rit beaucoup. Nicolas Nouchi, donc tu es Global Head of Market Research CHD Expert. On se connaît bien. C'est vrai que... tu as été très longtemps dans des très grands cabinets où tu as analysé les tendances de la gastronomie, quelle qu'elle soit, collective, gastronomique, bistronomique. Aujourd'hui, tu as remarqué, je pense, depuis quelques années, l'arrivée de la place du végétal en restauration. Alors, bien, pas bien, régulière, seulement pour les plats très chers des gastronomiques triplement étoilés, peut-être un peu dans les cantines. Ton avis d'expert ? Alors déjà, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis très content d'être là. Je suis très content aussi d'accompagner le lancement de ce livre formidable. Et je vais laisser beaucoup de temps aux auteurs pour pouvoir exprimer aussi le contenu qui est à l'intérieur de ce livre. Mais il faut dire qu'on est vraiment dans un contexte favorable au lancement du végétal. Et je trouve que le terme référence, au-delà bien entendu d'apprendre à lutter contre la concurrence, est vraiment complètement d'actualité, puisqu'il remet le légume et le végétal à sa bonne place et à sa juste place. C'est là où il y a un enjeu considérable qu'il faut prendre en compte, dans un contexte aussi à prendre en compte. Alors justement, hier, ce que j'ai fait, c'est que je me suis laissé pousser les cheveux, puis j'ai blanchi un peu mes cheveux et ma barbe pour pouvoir me mettre dans le contexte de plus de 20 années dédié à l'univers du hors-domicile et comprendre un petit peu les tendances et les réalités. Tout le monde les connaît, tout le monde a bien cette perspective en tête, mais je crois que c'est important de prendre un contexte pour comprendre dans quelle situation se situe le végétal. Imaginons le végétal sur une plateforme d'aéroport prêt à décoller, et il décolle pourquoi ? Il décolle parce que la satisfaction a bougé.
très bien d'avoir un bon produit, d'avoir une belle assiette, mais aujourd'hui, tout le monde fait une belle assiette. Ce qu'il faut créer aujourd'hui, c'est de la satisfaction au-delà de l'assiette, donc dans un contexte expérientiel. Contexte de convivialité, un contexte de gourmandise, mais également un contexte dans lequel je veux pouvoir véhiculer mon acte de consommation. Toute cette jeune génération aujourd'hui qui mange, mais qui également se relaie avec une bouche en cul de poule comme ça et qui se prend en photo, eh bien, dans ce contexte-là, effectivement, le végétal a la bonne place parce qu'il s'exprime au-delà du bon produit, il montre qu'on peut faire du beau. C'est quelque chose de très important dans cette dynamique expérientielle. À côté de ça, il y a une logique de transparence. La transparence est extrêmement importante. Quoi de mieux que le végétal pour véhiculer cette dynamique de transparence? Le restaurateur l'a plutôt bien compris puisqu'il parle beaucoup de local, beaucoup de produits de proximité. Et la transparence appelle à la fois un rejet de tout ce qui est trop industrialisé, mais également la transparence est connectée avec l'éco-responsabilité, la durabilité, qui sont des phénomènes qu'on a un petit peu délaissés dans un contexte Covid et qui repartent de façon significative, et les auteurs vont nous le démontrer. Le restaurateur, le consommateur est engagé, mais le restaurateur a de plus en plus une philosophie dans sa construction. C'est-à-dire, je te coupe une seconde, mais c'est intéressant, tu as senti que ça montait, le Covid, on est retombé à zéro. Enfin, c'est reparti comme une non-priorité. D'accord. Et là, ça redevient potentiellement une priorité. Super. Bon, après, il y a aussi le contexte des feux au Canada et de cette semaine de chaleur intense qui, quand même, nous rebooste un petit peu. Hein. Ça nous donne quand même un peu envie. Ça fait poser des questions. À côté de cela, il y a les dynamiques de régime. Emmanuel l'a bien expliqué. Mais au-delà des régimes qui peuvent être plus ou moins solides, qui engagent plus ou moins les jeunes en fonction de leurs âges et de leur construction gastronomique et culinaire, il y a une réalité, c'est la réalité flexitarienne. Tout le monde, et nous à l'époque, bon, je ne suis plus chez CHD Expert depuis 2 mois, mais on avait mesuré à l'époque que 60% des consommateurs français avaient réduit considérablement leur consommation de viande. Qu'est-ce qu'on va leur donner à ces gens-là qui veulent vivre dans le food service et dans la restauration une expérience de lâcher prise et une expérience de gourmandise? Il faut pouvoir situer ce contexte et le comprendre. Après se greffent aussi 2 variables complémentaires, il y en a plein, mais d'abord on est face à des structures qui sont de plus en plus grosses, des restaurants qui accueillent de plus en plus de consommateurs et qui ont besoin de créer du trafic. Et puis, on est face aussi à des structures qui sont de plus en plus hybrides. Je rentre dans un point de vente et je ne peux plus le définir. Je suis dans un restaurant à table, un restaurant rapide. Je suis en train de déjeuner, puis également, j'ai envie de faire une pause. J'ai envie de faire du coworking et puis également de boire un petit verre. Dans ce contexte-là, l'hybridation du marché impose l'hybridation d'une carte et d'un menu. C'est un enjeu considérable. Donc, quand on s'est dit tout cela et qu'on rajoute ensuite, pour terminer à cela, effectivement, des gens comme toi, Sébastien, comme moi, qui sont fans et qui sont parfois... Tu parles des chevelus barbus un peu gris, oui, c'est ça, exactement. Voilà. Toi aussi, tu as fait le boulot hier soir, bravo, félicitations. Voilà. Et bien, dans ce contexte, quand on rajoute cela, on comprend bien que il y a aussi toute une génération d'autodidactes qui se sont lancés dans la restauration. Et moi, en tant que consommateur, j'ai envie de lire ça, mais un autodidacte qui se lance dans la restauration, eh bien, le livre lui est complètement dédié aussi également. Donc, dans ce contexte, on voit bien, voilà, on a notre végétal, il est actuellement en train de décoller et il s'envole. Mais un végétal nouveau, un végétal différent, un végétal segmentant. Si on voit dans le végétal uniquement une tomate mozzarella ou si on voit dans le végétal un side dish, on a vu l'accompagnement prendre de plus en plus d'essor, à tel point que parfois certains restaurateurs le proposent comme un additionnel avec un petit budget. Mais ça n'en reste pas moins qu'un végétal qui vient occuper l'assiette pour pouvoir éviter, remplacer le vide. Aujourd'hui, le végétal doit prendre une autre forme, une autre tournure. On doit lui redonner sa vraie place. Et sa vraie place, elle ne se situe plus uniquement dans la tomate mozzarella, mais elle se situe dans les entrées, dans les plats et dans les offres à partager. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qui peut se faire. Et le dessert, pourquoi prenons les desserts. Et pourquoi pas dans le dessert. Super. Et pourquoi pas dans le dessert. On rentre pas dans le détail. Je pense que tout le monde devrait feuilleter ce livre, au moins, idéalement l'acheter aussi. C'est ce que j'allais te dire. C'est Emmanuel qui faisait des bons. Oui, feuilleter, non, ne feuilletez pas. Mais parce qu'au-delà de la dynamique digitale, parce qu'il y a une dynamique digitale dans ce livre qui correspond bien, eh bien, il y a énormément et pléthore d'informations au travers de cela. Mais effectivement, nous ne sommes pas les premiers. On rejoint un certain nombre de pays qui étaient déjà très engagés dans cette dynamique-là. La cuisine lévantine du Moyen-Orient est complètement dédiée. La cuisine indienne aussi est complètement dédiée à cette approche du travail du légume. Mais nous, l'avantage, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il nous reste quelque chose de notre ancien continent. C'est notre capacité à créer, à sublimer les choses, en particulier dans une dynamique gastronomique. Donc, effectivement, dans cette poussée du végétal,
eh bien, ça devrait motiver et s'intégrer au travers des points de vente qui aujourd'hui ont une carte traditionnelle, mais qui veulent rajouter des plats et des propositions végétales et qui manquent d'inspiration et de créativité, parce que c'est bien la créativité qu'on retrouve au travers de ces pages. Une créativité au travers du légume, au travers de sa cuisson, mais aussi au travers d'éléments qui sont quand même assez pertinents, les herbes, et les sauces qu'on va utiliser. Là aussi, on voit bien qu'il y a un conditionnement phénoménal. J'étais pas plus tard que la semaine dernière dans un très bon restaurant qui s'appelle Maslow, qui est quai de la Mégisserie. Bon, tout est à base de légumes. On voit bien que ce qui construit la chose, c'est l'inventivité du légume, mais surtout les sauces et les herbes qui sont mises à disposition. Donc créativité, renouvellement de l'offre. On voit bien qu'on est piqué au vif quand on récupère ce produit et puis qu'on se livre et qu'on a la capacité de cuisiner végétale. Mais quand on est restaurateur, ça suffit pas. Parce qu'un restaurateur va nous dire, moi, je lis bien tout ça, mais j'ai pas le temps de le lire. Je suis dans une dynamique où malheureusement j'ai une trop petite équipe. Alors mes règles de priorité, finalement descendent. Alors moi j'ai le dernier argument pour convaincre de tout cela. Et je vais donner un exemple très concret. Quand vous avez des consommateurs aujourd'hui qui vont déjeuner le midi, qui sont 5, il y a toujours un casse-pied qui ne veut manger que du végétal. Et ce casse-pied qui ne veut manger que du végétal, s'il a juste une tomate mozzarella à la carte, malheureusement, il va réfuter le choix collectif qui aura été fait au moment de la sortie pour aller déjeuner. Et dans ce contexte, effectivement, malheureusement, on ne perd pas un client casse-pied, mais on perd l'intégralité de la table. Donc si je n'ai pas été suffisamment percutant avec les arguments que je vous ai donnés qui basent le légume dans une dynamique de plateforme de lancement, prenons une dynamique business très claire. Si on ne s'implique pas dans le végétal demain, malheureusement, on réduira son trafic et on perdra des clients. Ça me paraît pertinent, non, quand même? Merci beaucoup. Je donnerai le numéro personnel de Nicolas, évidemment, à la fin, pour pouvoir l'appeler pour toute question. En tout cas, bravo pour ton analyse du marché. Je pense qu'on est tous d'accord et c'est ce qui nous relie autour de ce magnifique ouvrage de référence. On vous le disait tout à l'heure, ils ont été 5 grands professionnels, chefs avec des parcours différents. Chacun a apporté sa spécificité, son identité, son savoir, sa réflexion également, et qu'il a partagé avec Antoine et Emmanuel pour trouver ce lien qui fait ce livre. Je vais vous les présenter. Alors vous le savez, on va pas revenir dessus tout le temps. Notre meilleur ouvrier de France, Frédéric Jonot, est en route et il arrive peut-être là-bas. Je vois une moto arriver. Je vais commencer par Jérôme Legnaud. Alors Jérôme, c'est là-dessus où je me suis amusé tout de suite. J'ai trouvé ça formidable parce que la première chose qui apparaît dans votre CV, c'est une formation de charcutier. Voilà, et ça, j'ai trouvé ça génial. Ensuite, chef exécutif du groupe Bonduelle, voilà. Et puis, alors vous, c'est vraiment l'homme des myriades de recettes végétales gourmandes. Et puis, ce qu'on aime bien, c'est c'est pas segmentante, c'est des recettes que vous êtes capable d'expliquer et de créer pour un gastronomique, un bistronomique, pour un EHPAD, pour des cantines scolaires. Parce qu'on a tendance parfois à être chef d'une certaine section. Et votre façon de penser, de procéder vous permet d'avoir l'expertise pour tout ça. Luc. Eh bien, oui, merci Sébastien. Et bizarrement, on ne se connaissait pas depuis hier. On s'est rencontrés il y a à peu près 1 heure. Et je me doutais que tu allais venir me chercher sur le côté charcutier-traiteur. Qu'est-ce que fait un charcutier-traiteur dans la cuisine végétale de référence? Eh bien, voilà, il ne faut pas renier ses origines. Super. J'ai démarré par un des plus beaux métiers, je pense, des métiers de bouche. Voilà, charcutier-traiteur avec les bases, les techniques. Travailler à l'ancienne dans une petite charcuterie en Haute-Corrèze il y a plus de 25 ans. Mais le temps a passé depuis. J'ai fait pas mal d'expériences en restauration, plutôt type brasserie traditionnelle, traiteur événementiel, après mon cursus de formation. Et en 2012, j'ai eu l'opportunité de rentrer au sein du groupe Bonduelle en tant que conseiller culinaire. Donc conseiller culinaire chez Bonduelle, ça consiste à visiter tout type de restauration. Tu en parlais très bien, je t'entendais parler des EHPAD. J'ai fait le tour des EHPAD de toute l'Île-de-France. Alors peut-être pas tous, mais une bonne partie. Les restaurations scolaires également, où j'ai eu la chance de rencontrer aussi bien de la cuisine de masse, avec des grosses cuisines centrales, avec des productions à 50 000 couverts, et de rencontrer aussi bien le petit collège dans le 93, où on était en liaison directe sur des services de 300 personnes, avec des enjeux différents, parce que il faut aussi bien
faire de la production adaptée au niveau des manutentionnaires et donner du plaisir avec des contraintes. Je parlais des liaisons froides, des liaisons chaudes, donc tout ça, ça fait que voilà, ça a été un bel enjeu. Ça, c'est mes premiers pas, j'ai envie de dire, dans l'univers du végétal. Sauf que quand on vient de l'univers de la charcuterie, à un moment donné, on est quand même gourmand et je pense que ça se voit quand on me voit arriver que, comme dit ma mère, vaut mieux t'avoir en photo qu'en pension, mais elle n'a pas tort. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, j'ai deux solutions de faire. Soit je renie mes origines et moi je veux que du gourmand et ça passe par forcément le carnet, soit je suis dans une entreprise où on prône le végétal et encore plus maintenant, et je m'adapte et je découvre cet univers et je prends du plaisir. J'arrive à faire du gourmand avec le végétal. Ça a été vraiment mon objectif. Alors pour ça, je me suis renseigné, je me suis formé, j'ai travaillé le produit, je me suis vraiment intéressé à cette nouvelle cuisine qui était en train d'arriver, autant que je m'étais intéressé à mon métier d'origine, voilà, pour pouvoir aller chercher la créativité. Tu disais très bien, c'est Nicolas qui parlait des sauces, des assaisonnements. J'ai envie de dire, légumes, oui, il y aura toujours la partie variétale, la sélection, la saisonnalité, donc Frédéric parlera tout à l'heure, mais quelle sauce je lui mets dessus? Parce que bon, c'est très simple, sinon on peut faire un jus de veau et c'est parti. Mais voilà, j'ai été chercher un petit peu plus loin pour comprendre comment on pouvait faire différemment, tout en gardant énormément de gourmandise, parce que pour moi, le maître mot, c'est si c'est pas gourmand, il n'y a pas de plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, voilà. Ça a été presque une critique, on reviendra tout à l'heure, souvent de la vision extérieure que pouvaient avoir des gens qui prônaient un peu plus le fonctionnement végétal. On fera aussi un point sur le végétal. On n'est pas dans une idée extrémiste. Il y a de temps en temps d'apport, effectivement, également dans des recettes construites. Mais on reviendra sur la définition de Kurdonsky et des autres premiers grands cuisiniers où on prône au centre de l'assiette une partie viande et poisson, et on a un accompagnement. L'idée aussi, c'est aujourd'hui de dire que le centre, c'est le végétal, et on apporte avec nous peut-être un accompagnement, cette fois plutôt animal. On reviendra tout à l'heure. Alors, Luc, je dis juste 30 années au service de la cuisine végétale, formateur. Les cheveux gris. Les cheveux gris. Tu n'as pas laissé pousser ta barbe, nous étions un peu déçus tout à l'heure. Formateur, conseiller, directeur du pôle culinaire des Bonduels. Voilà, c'est aussi cette expertise dans le monde. En fait, cursus, école hôtelière, traditionnel, mais dès le départ, le destin, sans doute, j'ai fait une mention complémentaire en cuisine diététique, à l'époque, ça s'appelait. Pour aller travailler essentiellement dans des villes thermales. Et puis, après diverses expériences en restauration commerciale, je suis arrivé chez Bonduel pour parler légumes. Et donc, ça fait 30 ans que j'y suis. J'ai fait plein de choses, dont une magnifique chose, la première chose que j'ai vraiment très bien fait, c'est d'embaucher Jérôme. Le charcutier. Voilà. Ouais, c'est ça. Et pour aller chercher de la créativité. Et donc depuis maintenant 30 ans, avec différentes missions, à la fois R&D, développement, innovation, produit. Et depuis quelques mois, il y a une vraie prise de conscience dans l'entreprise, et depuis quelques années, mais moi j'ai pris mes fonctions depuis quelques mois, sur l'éducation à la cuisine végétale. Où là, on a un vrai rôle, et ce livre en est la fondation, un vrai rôle d'éducation, à la fois des chefs, à la fois des futurs chefs, mais aussi, on en parlait tout à l'heure, des consommateurs. Ça, on reviendra tout à l'heure effectivement sur ce double rôle très important. Faire du végétal, c'est bien, mais si on n'a pas la formation, et on verra avec notre meilleur ouvrier de France, Frédéric Jonot, tout à l'heure aussi, qu'on construire le végétal avant de faire des plats végétaux, il faut déjà connaître les végétaux et les légumes. Et quand on a maîtrisé ce monde incroyable, riche, on arrivera ensuite à pouvoir créer. Ensuite, parler avec Jean-Michel Truchelu. Alors, Jean-Michel, professeur de cuisine et pâtisserie, spécialisé en diététique et nutrition. Et alors ça, j'ai adoré, moi j'ai été fan, vraiment tout de suite, ingénieur de restauration, alors ça a été topissime, pour les hôpitaux universitaires de Strasbourg, avec en plus une vraie connaissance de l'histoire de l'humanité, de l'histoire du végétal. J'ai plein de questions aussi à vous poser. Est-ce qu'on était fructivore avant d'être carnivore? Enfin, des choses qui sont importantes. Est-ce qu'on revient à nos origines? Est-ce qu'on n'a pas perdu à un moment donné, dans ce marasme mondial de l'histoire, nos vraies valeurs? Enfin, plein de choses avec vous. Alors tout d'abord, merci pour cette introduction qui consiste à dire que je suis un vrai spécialiste de l'histoire. En réalité,
c'est toujours très fragmentaire, d'autant que le début de l'histoire de l'humanité, c'est très difficile à fixer. Imaginons simplement que c'est 3 millions d'années. Imaginons aussi que cette histoire de l'humanité ramenée à un jour, eh bien, il faut savoir que l'humain s'est préoccupé de manger, s'est préoccupé de voir s'il ne va pas être lui-même mangé. Et c'est toute une problématique qui s'instaure. Et nous traînons ça, nous avons ça avec nous. Et pour en revenir à l'explication qui consiste à dire cette histoire de l'humanité ramenée à un jour, eh bien, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est 1 seconde sur une journée. Par conséquent, avant, on est dans cette préoccupation, que mangeons-nous, etc., etc. Et le végétal a eu un rôle plus qu'important. Et je vous écoutais les uns les autres. C'est une mise en récit de tout ça. Les premières civilisations se sont construites autour du végétal. La civilisation du riz, du maïs, du blé, mais aussi du sorgho, de l'igname. On voit bien. Entre-temps, l'animal est apparu. Il y a eu une sorte d'esthétisation du produit un peu interdit, parce que pour manger de la viande, il faut tuer. Et ça, c'est quelque chose qui nous taraude profondément. Donc aujourd'hui, le végétal reprend en quelque sorte ses lettres de noblesse, et on voit bien que ça se reconstruit autour de ces produits. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais à la question, est-ce que nous avons été frugivores ou carnivores en premier, etc. Alors, ça peut être utilisé par quelqu'un, on ne voit pas très bien qui consisterait à dire, eh bien, c'est légitime d'être frugivore ou carnivore parce qu'on aurait commencé comme ça. Je ne vois pas en quoi ça légitime quoi que ce soit. C'est d'abord très difficile à montrer, tellement difficile à montrer que le végétal pourrit. L'animal laisse des os, etc. Ça ne veut pas dire que si on trouve des os, ça ne veut pas dire que c'est simplement aussi des animaux qui ont été objets de culte. Absolument. Ce n'est pas pour autant qu'on les ait mangés. Absolument. Alors, il y a un argument fort là que je voudrais indiquer. Il y a un élément fort qui prouve que nous sommes végétariens depuis très tôt, c'est quand on compare nos apports et nos besoins alimentaires. L'homme, lorsqu'il est en situation de manque, eh bien, c'est quelqu'un qui va faire du stockage, l'énergie. Nous mangeons pour l'énergie et on voit bien que dès qu'il y a un apport un peu plus conséquent, génétiquement, nous sommes programmés pour prendre un petit peu d'embonpoint parce qu'il y a besoin de réserve. Et on s'aperçoit que c'est vrai pour beaucoup d'éléments, les vitamines, depuis tout à l'heure qu'on parlait de l'embonpoint, vous me regardez un coin de l'œil. Je vous regarde, Sébastien, parce que la question est très pertinente. Vous avez compris que je mets un point d'honneur à répondre. Il y a un argument qui est sur la vitamine C. En fait, c'est à peu près la seule vitamine que l'on peut consommer avec excès, ce qui veut dire que l'organisme ne s'est jamais habitué ou n'a jamais eu le réflexe de dire « je stocke parce que je risque d'en manger ». Par conséquent, c'est un argument qui prouve que, au moins au départ, on a mangé beaucoup de végétal. C'est passionnant, on reviendra tout à l'heure. Et puis, vous me disiez, c'est toujours moins dangereux d'aller chasser un haricot qu'un sanglier. Donc, c'était plus facile pour nos ancêtres aussi. Pierre-Paul Zaehner, vous, alors, c'est aussi très compliqué de vous définir. Vous passez par des grandes maisons parisiennes. Vous devenez professeur de cuisine, pâtisserie. Vous passez par Monaco. Et puis, évidemment, après, vous retournez dans les lieux civilisés, Strasbourg, où on mange bien, il se passe bien des choses. Votre parcours sur cette formation, justement, qui est importante à vos yeux. Alors bonjour à tous, je suis vraiment très content d'être à cette table avec tous ces grands chefs et puis merci bien sûr à BPI de nous avoir fait confiance pour cet ouvrage. Alors moi c'est vrai que j'ai eu un beau parcours parisien dans des belles maisons, j'ai eu la chance de travailler avec des grands chefs à Paris et c'est vrai que j'écoutais avec ce que disait Sébastien, bien sûr Nicolas, on a tous un parcours, je dirais, dans la cuisine française qui est très souvent un peu identique au départ, c'est-à-dire que on a une formation, on a dit il faut apprendre comme ça, etc., etc. Et c'est vrai que dans les années, et je rejoins mes collègues qui disent on a tous un peu les cheveux gris, c'est vrai qu'on fait peut-être partie de cette génération où on nous a appris que la cuisine, il fallait partir, vous l'avez dit très, très justement tout à l'heure, avec un plat principal qui était le poisson ou la viande, et on faisait un petit peu des choses autour. Et c'est vrai que quand BPI est venu avec cette idée de projet de mettre en avant un peu la cuisine végétale de référence, on a, et c'est vrai que moi j'ai la chance, ça fait pratiquement 20 ans maintenant qu'on travaille avec les éditions BPI, parce qu'on a été au départ
on va dire de la mise en avant des vidéos pour BPI. Voilà. Donc, c'est vrai qu'avec Jean-Michel, il y a 17 ans de ça, on nous avait demandé de faire ces premiers ouvrages autour de la vidéo pour BPI. Et ça a été une belle expérience. Et c'est vrai que quand on nous a demandé de travailler avec les 4 autres collègues sur cette cuisine végétale de référence, c'est vrai que le parcours, on va dire, de cuisine dans les grandes maisons sur la région parisienne, ensuite le fait d'être devenu professeur de cuisine, ça nous a permis, on va dire, et ça m'a permis un petit peu de pouvoir donner nos idées et mes idées, notamment avec Jean-Michel, parce qu'on a beaucoup travaillé en collaboration sur ce livre-là, sur la mise en avant et, on va dire, le fait de pouvoir mettre au service de ce livre la vidéo pour la formation et, on va dire, tout ce qui permettra aux apprenants, à tous ceux qui veulent voir ce livre, de pouvoir se former avec des grands chefs et notamment avec des gestes très techniques qu'on va voir dans le cadre de ce livre. C'est ça qui est passionnant, effectivement, aujourd'hui, c'est qu'avant, tu apprenais le geste avec ton maître d'apprentissage, dans lequel tu apprenais, tu restais, il y avait un respect par rapport à cet homme qui te donnait son savoir contre ton temps et ton écoute. Et petit à petit, la vie étant devenue rapide et ce qu'elle est effectivement au quotidien pour les chefs, le fait d'avoir porté ces vidéos vous permet d'avoir accès à ce savoir à un moment indépendant, avec une découpe et avec la technologie qui fait que vous pouvez arrêter la vidéo, revenir en arrière, revoir le geste. Et ça, c'est du bonheur et je pense que c'est vraiment la transmission la plus juste dans l'air du temps qu'on peut proposer. Oui, en fin de compte, je dirais même, et je ne pense pas qu'un de mes collègues puisse me contredire, il y a quelques années en arrière, si on vient 20 ou 25 ans en arrière, la transmission était relativement... elle était faible dans le sens où on n'avait pas tendance à s'ouvrir à tout le monde. Quand le chef te disait « Tiens, petit, je te fais voir un truc », c'était comme ça, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Et je crois que notre volonté, autant à la maison BPI, et que je remercie encore, et mes collègues, c'est justement d'ouvrir cette vision de la cuisine à tout le monde. Et c'est vrai que la chance d'avoir collaboré, parce que j'étais très souvent derrière la caméra et c'est les collègues qui intervenaient, moi j'ai souvent été émerveillé par tout ce que les gens sont capables de faire, et notamment séparément. C'est-à-dire que moi j'ai découvert Jérôme en faisant des recettes, j'ai découvert Luc en faisant des recettes, j'ai eu la chance de voir Frédéric quand on a fait des masterclass sur les légumes. Moi et Jean-Michel, on était derrière la caméra, c'est vrai qu'on a été parfois, mais... pendant 1 heure, on est scotché parce qu'on découvre des choses c'est la seule personne, Frédéric Jonon, on va arriver à lui, qui est capable de vous parler de la carotte des sables et d'avoir 3000 personnes qui se taisent au Stade de France en l'écoutant et qui applaudissent à la fin. Je n'ai jamais vu ça, et pour travailler souvent avec lui, c'est juste extraordinaire. On va parler d'ailleurs... Alors, bonjour mon cher Frédéric, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien, je suis arrivé. Je sais, tu es arrivé, tu arrives du Brésil. Tu as fait plein de choses là-bas justement sur le végétal, et j'ai vu que tu parlais de... Alors on va juste un tout petit point évidemment pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Tu es chef de formation, et ça c'est une chose importante. Tu es meilleur ouvrier de France primeur, et tu es fondateur également d'une école du fruit et du légume. Et ta particularité, c'est que, on le disait tout à l'heure, tu sais tout de tout, et tu adores transmettre ce savoir. Et tu as une réflexion juste, pour moi, totalement logique, mais surprenante pour d'autres. C'est qu'avant de commencer à faire des recettes, avant de partir dans des grandes choses, tu aimerais juste expliquer ce que c'est qu'un fruit et un légume de base, comment ça se cultive, quel goût ça a, comment on l'épluche, d'où il vient, pourquoi on le mange à maturité, pourquoi celui-là on ne le mange pas à maturité. Tu es l'encyclopédie, effectivement, de cette encyclopédie. J'aimerais bien. Il me faudrait au moins 30 ou 40 vies pour apprendre un tout petit peu sur les fruits et les légumes, pour vous dire la dimension du végétal. Comme je dis toujours, la première référence, c'est oui, la différence entre un fruit et un légume, et souvent on n'apporte pas de réponse. Ah bah ça pousse dans la terre, bah, les deux poussent dans la terre. Ah bah c'est sucré, bah, les deux sont sucrés. Ah bah c'est salé alors, bah, les deux sont salés. Alors c'est quoi la différence? Bah, je leur dis, bah, c'est normal. Le légume n'existe pas. Mais comment ça, il n'existe pas? Ben non, dans la botanique, ça n'existe pas. Et voilà, et on commence le débat comme ça. Et on va faire une recherche historique. Moi, en fait, je suis venu au végétal complètement par hasard. C'est-à-dire, je suis revenu au végétal par hasard. Grands-parents agriculteurs, enfin paysans.
J'aime bien ce mot paysan, la notion avec la terre. Ensuite, parent primeur, donc, et moi, non, cuisinier. Et on revient aux sources avec un parcours qui m'a amené dans le végétal, à la création de la Fraîche Attitude, il y a une vingtaine d'années, manger 5 à du fruit frais, où on a formé les ateliers pour faire prendre conscience aux enfants qu'est-ce qu'un fruit, qu'est-ce qu'un légume, comment le manger, etc. Et puis, je me suis posé la question, comment je vais, moi, en tant que cuisinier, je vais utiliser une sole de porc en bessin, un agneau de Pestralé, un pauillac, toutes ces appellations culinaires, de produits riches, nobles. Et puis j'ai dit, bah tiens, sur le poireau, la carotte, pourquoi je trouve rien? À une ère où il n'y avait pas l'informatique. Donc il a fallu aller chercher dans des fermes, dans des conservatoires, dans l'INRA, enfin dans des ethnologues, des archéologues, des livres anciens pour pouvoir chercher toutes ces informations. Et je me suis dit, avec un rêve de fou, tiens, je vais créer une école, une académie. Et puis tout le monde rigolait à l'époque. Et aujourd'hui, je partage beaucoup d'expériences avec de nombreuses écoles dans le monde entier, du Japon jusqu'aux pays baltes, et puis là, en Amérique du Sud. Et non seulement je parcours une expérience culinaire, mais je découvre énormément de choses. Là, j'arrive du Brésil, comme tu l'as dit, et du coup, j'ai découvert le pays du cajou. Alors, les noix de cajou, tout le monde connaît, hein. Tu l'en manges à l'apéro. Hein. Absolument. Mais par contre, est-ce que tu l'as déjà mangé fraîche? Non. Et voilà. Et comment ça se mange frais? Et j'ai découvert un produit, goûter, assaisonner, aller dans les champs, discuter avec les agriculteurs, et là, ils te racontent l'histoire, la vraie vie, comment ils poussent, comment ça se cultive. Et ça, c'est un savoir qu'il faut donner. Il faut dire aux gens que ce fruit-là, voilà, ça se mange et on peut le cuisiner comme ça, traditionnellement, dans la cuisine populaire ou religieuse. Et c'est ça pour moi qui est important. Et ce livre, c'est une rencontre, encore une, avec Antoine. Comme ça, autour d'un café, et puis on dit, bah tiens, moi j'aimerais bien faire un livre sur le végétal. Bah, il me dit, bah nous aussi. Ah bon? Bah oui. Bah alors on va le faire ensemble. Et puis après, de ce livre, dire, bah ouais, mais il y a tellement d'informations à gérer qu'il faut une équipe. Parce que tout seul, il m'aurait fallu 20 ans. C'est impossible de mettre toutes ces informations-là. On reviendra tout à l'heure sur le côté complet et je détaillerai effectivement ce que déjà Antoine nous a donné. Parce que quand on parle d'encyclopédie ou de cuisine, de livres référents, je peux vous assurer que tout est pensé et dans l'ordre. On fera un point. On va commencer un petit peu sur les questions générales sur le végétal et puis ensuite on va faire un focus beaucoup plus précis sur ce que nous apporte. Je vais commencer par toi, mon Frédéric, parce que tu définis régulièrement la cuisine végétale comme majoritairement issue de végétaux, mais pas que. Et ça, je pense que c'est déjà très important. Directement ou indirectement, l'homme, dans le monde moderne, ne peut pas se passer du végétal. Tu peux oublier, suivant les religions, que tu ne manges pas de porc, pas de chameau, pas de bœuf, pas de serpent, pas de ceci ou pas de cela. Mais par contre, le végétal, directement ou indirectement, tu l'as. Dans tous les métiers d'alimentation. Le sommelier qui me dit qu'il n'utilise pas le végétal, le barman qui me dit qu'il n'utilise pas le végétal, le pâtissier, le cuisinier, même le charcutier, on est tous, à un moment donné, obligés d'utiliser le végétal d'une manière ou d'une autre. Et même dans les religions. Une offrande, c'est avec du végétal. Donc tu vois, il y a l'histoire de l'humanité à travers le végétal. Donc c'est pour ça que c'est important, ce côté végétal. Mais par contre, surtout ce qu'on a fait avec toute l'équipe, on s'est posé les bonnes questions. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas faire du végétal bobo comme on voit un peu partout, du n'importe quoi. Du boulgour, tiens, je te fais une eau détox, ou je te fais du quinoa, ou je te fais du tofu. Et c'est pas ça la cuisine du végétal. C'est une cuisine issue du monde entier, une cuisine populaire, qui vient des familles. Et c'est ça qu'on a voulu mettre à travers des bases écrites, réfléchies, mises en œuvre avec toute l'équipe. Et je peux vous dire que c'est 2 ans et demi de travail, rien que pour se mettre en place sur ça. C'est énorme. On en parlait tout à l'heure, question ouverte à tout le monde. Nous sommes tous les enfants d'Escoffier, évidemment. À l'époque, on parlait du centre de l'assiette. C'est
du poisson ou de la viande, et on apporte effectivement à ça une garniture, quelques légumes, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, dont le livre prend l'exemple, et pour de nombreuses recettes proposées, on commence par partir du végétal et on peut y amener, si on désire, un petit peu d'animal, ou pas forcément? J'aurais envie de dire, on remet le végétal au cœur de l'assiette. C'est-à-dire qu'il devient l'élément principal. Et effectivement, Frédéric nous a embarqués dans une grande partie de ses connaissances et on a travaillé sur tous ces éléments-là. Et souvent, le végétal est consommé pour sa santé. Et là, on a voulu sortir de là, on s'est dit, mais il faut que le végétal soit gourmand. Il faut qu'on oublie qu'on mange du végétal finalement. Il faut juste qu'on se dise, l'assiette qu'on est en train de consommer, elle est hyper gourmande, je veux en remanger. Et à partir du moment où le consommateur va dire, je veux en remanger, on a gagné. On a gagné. Et vous allez voir que dans cet ouvrage, les recettes qui sont proposées, alors il y a des recettes plus complexes d'autres, mais il y a des recettes finalement assez simples à mettre en œuvre. On peut faire des choses extrêmement magnifiques pour tous les niveaux de la restauration. Je dirais juste, avant de passer, je ne vais pas monopoliser le micro, mais le légume n'est pas un médicament. Attention. Tu ne vas pas acheter des légumes comme tu vas acheter un médicament dans la pharmacie. Par contre, je voudrais dire que quand tu vas à la pharmacie, tu as une grande partie de légumes dedans, ou de végétaux. Parce qu'on se soigne avec les végétaux. Alors plutôt que d'aller à la pharmacie, faisons une cuisine de végétal réfléchie et gourmande. Le plaisir gourmand. Pas vrai, Jérôme ? Paul ? Oui. Bon, on est bien d'accord, Oui. les Alsaciens, ils sont gourmands, non ? Oui. Oui, tout à fait. Et pour rejoindre un petit peu ce que vous dites, alors, je ne voudrais pas me confronter aux pharmaciens parce que mon épouse est pharmacienne. Donc, ce soir, en rentrant, si elle regarde, je ne voudrais pas avoir... Elle regarde, elle vient d'envoyer un mot. Tu ne rentres pas ce soir. Oui, la tête toute rouge. Non, mais ce qui est très, très important pour moi, c'est de donner de la gourmandise. Et pour être fréquemment en ce qu'on appelle, nous, chez Bonduel, dans mon activité de tous les jours, en revue produit avec nos clients utilisateurs, c'est de leur faire consommer du végétal, un plat végé, sans évoquer à un seul moment le côté on n'a pas mis de protéines animales. Et au final, on s'aperçoit qu'en fin de repas, ah oui, c'est vrai, en effet, il n'y avait pas forcément de protéines animales. Je rebondis, là, je te coupe, pardon, c'est très important ce que tu viens de dire. En fin de repas ou en fin de plat? C'est une vraie différence dont on a parlé il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'on peut avoir la satiété et l'apport nutritionnel parfait seulement sur un plat végétal, ou est-ce qu'il faut imaginer le contexte d'un menu global? Après, il y a plusieurs façons de voir. Hein. Je sais que sur un plat, on est capable, via des techniques, en respectant quelques règles de nutrition et d'associer certains aliments, notamment les céréales et légumineuses, pour une histoire d'acides aminés. C'est un petit peu plus technique. J'aime pas trop parler de ces choses-là parce que, voilà, vous avez compris, mon leitmotiv, c'est vraiment le plaisir. Mais on est capable, via un plat, d'avoir cette satiété sans forcément consommer un plat de 3 kilos pour se dire, voilà, je suis complètement repu. Mais on peut le voir sous forme d'un plat ou alors carrément d'un menu complet, entrée, plat, dessert, voire même avec le fromage. Donc il y a tout un tas de possibilités. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant parce qu'au départ, on a régulièrement des convives qui peuvent être un petit peu pas réfractaires, mais en se disant, tiens, il n'y aura peut-être pas forcément de viande à midi. Et quand ils repartent, ils sont, j'ai envie de dire, on utilise souvent le terme, on les a retournés. Gentiment. Hein. Est-ce que tu voulais pas dire quelque chose? Non, je voulais juste rebondir sur la notion de rassasiement, oui, de satiété. Oui. Et en fait, ça, c'est un élément clé. Et je ne sais plus qui en a parlé tout à l'heure, mais souvent, quand vous allez dans un restaurant... je vais avoir faim, je vais manger que des légumes. On me dit, quand je lui dis je suis végétarien, on va vous mettre les légumes de la garniture. Et souvent, on met des légumes, mais même pas de féculents, d'ailleurs, le plus souvent. Et le végétarien, il n'est pas puni. Hein. C'est pas parce qu'il est végétarien qu'il est puni, il est aussi gourmand, il a aussi envie de manger des bonnes choses. Donc par le végétal, l'association effectivement céréales, légumineuses par exemple, plus légumes, vont vous permettre de faire une assiette complète, un plat complet.
Est-ce que tout ça, je le disais tout à l'heure, c'est parce qu'il y a une phrase que j'ai adorée dans le livre, enfin pas qu'une, mais en tout cas celle-là, c'est une citation d'une phrase du XVIIIe siècle qui dit « Si la viande distingue, le végétal restaure et soigne ». Je trouve ça formidable. La viande distingue, on est riche, on mange de la viande, on a un niveau, par contre... Oui, là on touche un petit peu à notre identité culinaire. C'est-à-dire que, ça a été évoqué tout à l'heure, on a fait allusion à Escoffier et aux grands maîtres qui nous ont dit ce qu'était la cuisine. On est héritier de tout ça, et lorsqu'on parle de transmission ou lorsqu'on parle de patrimonialisation de notre culture culinaire, c'est ce qui a été fait en 2010, hein, lorsque le repas des Français a été considéré comme étant faisant partie du patrimoine immobilier de l'humanité. Non, c'est pas le patrimoine de l'immatériel. C'est ça. Voilà, merci de rectifier. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui fourchait. En tout cas, il y a eu un petit peu de confusion. Certains ont considéré que c'était les recettes qui étaient considérées comme faisant partie du patrimoine. En fait, c'est pas ça qui a été visé. Ce qui a été visé, c'était le temps du repas, pendant lequel on se retrouve, dans lequel il y a des règles, dans lequel il y a des échanges. C'est pour ça qu'il était immatériel, parce que c'était l'ordre également. Merci de contribuer à la réponse. Néanmoins, lorsqu'on disait ce repas, comment il se passe, entrée, peut-être quelques petites charcuteries, ensuite poisson, ensuite viande, etc., etc. Et là, on est héritier de toute une gastronomie qui était sur l'animal. Celui qui pouvait se permettre de manger de l'animal, notamment le gibier, c'est le noble. Et le manant, lui, il se contentait de ce qu'il avait, etc., etc. Donc, de même que les épices, la viande a été un élément de distinction. Tout le monde n'avait pas la possibilité, surtout le droit. Hein, c'était les seigneurs qui avaient le droit de chasser. Le gibier était considéré comme étant consommable par les nobles parce que, comme eux, ils sont libres. Voilà. Je suis noble, je suis libre. Je mange. La nourriture qui me correspond, c'est l'animal libre, et c'est le gibier. Et ça ne peut pas être le manant. Le manant, il faut qu'il ait les pieds sur terre, et par conséquent, il va manger ce qui est à disposition. Donc, cet élément-là est fort. Et je pense que c'est l'objet du livre. C'est-à-dire que c'est pas végétal pour le végétal, et on n'est pas en train de sauter sur sa chaise en disant végétal, végétal, végétal. On dit manger de tout, et surtout du végétal. Voilà. Et là, du coup, je pense que c'est ce qui va se faire. La transition va se faire doucement. Elle se fait de par ce genre de manifestation, elle se fait par une ligne directrice qui est emblématique de chez BPI, c'est le livre qui sort, et on n'est plus dans une crise, on va être dans une transition alimentaire, et je rejoins tout à fait ce qu'a dit mes deux compagnons à droite et à gauche, mais sur le fait qu'il ne faut pas criser, les apports alimentaires sont là, voilà. Mais ne faisons pas ça de façon naïve, ça s'inscrit dans une histoire. Il y a une réflexion, c'est ce qu'a dit Jérôme tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas tout blanc, tout noir. Effectivement, céréales et légumineuses, et légumes, comme disait Luc. Voilà, on y va. On parlait justement, et après on va faire un petit focus sur le livre plus précisément, mais je trouve ça extraordinaire. On parlait de Kurdonsky et de nos grands maîtres, mais j'ai trouvé des choses, des perles dans ce livre. Je me demandais si on n'était pas effectivement les enfants d'une politique de gras, parce qu'au XXe siècle, on lisait que les fruits représentent des inconvénients réels, car ils sont chargés d'eau, peu nourrissants et fermenticibles, ou même qu'ils contiennent de la cellulose et qu'il faut leur préférer les bas morceaux de viande gras plus caloriques. Déjà. Alors c'est quand même dans un contexte très particulier. Bien sûr. Hein, on est aux États-Unis. Bien sûr. On est dans les années 30, il y a une grande crise, et les Américains qui ont eu l'expérience de la guerre avant, évidemment 14-18, et qui, donc convient les gens à être les plus rationnels possibles. On est quand même dans un contexte de rationalité, on n'est quand même pas dans un contexte super cool. On a voulu mettre ces anecdotes-là, ça rejoint ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être naïf. Il y a des moments où, effectivement, on ne perçoit pas obligatoirement le végétal comme étant quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors qu'à la Renaissance, apparemment, c'est super à la mode. Absolument. Alors ça, on peut y revenir tout à l'heure, parce que je ne voudrais pas monopoliser. On peut le faire maintenant. Sûr. Alors, ça, c'est extraordinaire, parce que
lorsque on sort du Moyen-Âge et ensuite la Renaissance, au niveau du Moyen-Âge, pour être simple, ce qui distingue le noble du paysan, c'est les épices, la viande, etc. On vient de le dire. Okay. À partir du moment où on commence à faire de grandes découvertes et où les circuits, notamment pour avoir les épices, se fait plus facilement, ça ne devient plus un élément de distinction sociale parce que, en gros, tout le monde y a accès. Par conséquent, c'est le rejet. Donc on crée Louis Vuitton, c'est ça, il est mal pour bien montrer la différence sociale. Et donc là, ce qui se passe, c'est que si on ne veut plus les choses qui viennent de loin, les épices, etc., il faut bien manger. Et on retrouve les produits des paysans. Mais il y a une petite nuance. Parce que là, on se dit, mais attends, là, le noble et le paysan mangent à peu près la même chose. Non, c'est pas tout à fait juste. Le paysan, lui, il va consommer ce qu'il a en bout de terre, ce qui lui reste, ce qu'il va glaner, etc. etc. Et le noble passe par des gens comme Olivier de Serres, par Alain Quintigny, par un certain nombre de gens, Charles de l'Écluse, et où, à ce moment-là, la nature est dominée. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire le grand potager de Louis XIV, pour donner un exemple, où c'est l'homme qui décide, on fait un grand carré, on fait un grand rectangle, on fait des carrés, là il y a les simples, là il y a les carottes, il y a les asperges, etc. Et là, c'est pas la nature. En gros, pour faire comprendre, c'est ce qu'on appelait le grand jardin à la française et à l'anglaise. À l'anglaise, on laisse un petit peu faire, à la française, c'est l'homme qui décide, c'est géométrique, c'est d'égale superficie, il y a des angles, il y a des triangles, etc. Donc c'est le génie d'abord de celui qui pense la nourriture et la nature est censée s'adapter à ce que l'homme veut. C'est ça un petit peu la différence et c'est dans ces nuances qu'il faut aller voir comment il y a des ruptures de consommation sur le végétal, etc. Mais je rejoins tout à fait ce que disait tout à l'heure Nicolas. On est dans une dynamique, là. C'est irréfutable. Hein. On est dans un autre paradigme. On est convié à. Et les arguments sont énormes d'un point de vue éthique alimentaire, d'un point de vue médical, d'un point de vue politique, d'un point de vue environnement. Voilà, c'est ce qui se passe, tout ce qui est donné autour de cette table et toutes les choses que vous entendez, que vous avez entendre plus, c'est l'essence de la construction, l'ADN même de ce livre. On va revenir un peu plus pragmatiquement parlant sur le livre. Le livre, il est composé finalement de parties distinctes qui sont totalement complémentaires. On commence justement par un relevé historique du végétal, des premiers hommes à notre époque. Alors ça, c'est passionnant, c'est là où il y a toutes les histoires, justement, on parlait du Moyen-Âge, de la Renaissance, etc. Ensuite, on a une seconde partie qui, elle, va vous expliquer les apports nutritionnels du végétal. Donc on va rejoindre la partie « Ah, je vais manger que du végétal, non, je n'aurai pas faim, ou j'aurai faim, etc. » Et tout ça est mis en avant, expliqué vraiment précisément pour que vous puissiez commencer à comprendre comment associer les différents végétaux pour arriver à la satiété. Ensuite, une partie sur les labels existants, sur les certifications, parce qu'on est perdu parfois, est-ce qu'il faut bio, pas bio, AOC, AOP, où je viens. Donc tout ça est bien expliqué, bien cadré. Derrière, c'est ce que j'aime, c'est pour ça que je parlais d'encyclopédie. Vous avez le petit matériel nécessaire, donc de cuisson, enfin tout. Vous commencez par le petit matériel, vous allez sur les matériels de cuisson, de conservation, vous explique ce qu'il faut. Avec ces outils, vous pouvez cuisiner autant que vous voulez partout. Les techniques de conservation, donc vous continuez à apprendre, vous continuez à évoluer. Et puis ensuite, on part sur les produits de base avec les techniques. Donc, par exemple, si vous prenez un fruit de la passion, on va vous expliquer les caractéristiques du produit, sa provenance, son nom latin, etc. Et ensuite, vous aurez la capacité, la possibilité d'aller visionner justement une vidéo qui va illustrer les préparations préliminaires de ce produit. Ensuite, on va aller sur des thématiques qui vont être les préparations de base, donc les cuissons, les marinades, les jus. Et vous terminez par les fiches recettes techniques de fabrication. Alors là, vous allez vous éclater parce qu'il y a des merveilles. Il y a l'arrosage de pommes confites, gelée d'hibiscus que je rêve de faire. Donc il y a toute une série. Et c'est ça l'encyclopédie. Vous commencez par la base et puis step by step, pas à pas, vous allez apprendre, comprendre et évoluer. Et c'est là-dessus où je vais être l'avocat du diable à cet instant-là, c'est que moi, on s'adresse
principalement à des apprenants et à des professionnels. Pourquoi le chef, qui a une formation végétale, a un intérêt, on est tous conscients de ça autour de cette table, d'avoir le livre? Est-ce que c'est une remise à jour? Est-ce que c'est une autre façon de penser aussi sa cuisine? Vraiment, c'est la première question ouverte sur l'importance de cet ouvrage aujourd'hui. C'est pas une mise à jour, c'est pas une façon de penser, puisque l'homme l'a toujours eu, la façon de penser, de manger des fruits et des légumes. C'est simplement que dans le monde entier aujourd'hui, il n'y a pas de référence culinaire du végétal. Il y a des gens qui vont faire très très bien des belles recettes de cuisine végétale. Vous allez dans tel restaurant, étoilé ou pas, 3 étoiles, 1 étoile, 2 étoiles, et vous allez avoir une belle recette, ou 2 belles recettes, ou 3 belles recettes. Mais est-ce que quand tu fais un gratin dauphinois chez toi à la maison, est-ce que tu sais faire la cuisine et tu connais les bases de la cuisine? Non. Tu le fais parce que ta mère le faisait, etc. Donc il y a aussi ce côté tradition et culturel. Là, on a répertorié des techniques. Comment tu fais un miso? Ah bah ouais, le miso c'est bon, tiens, tout le monde va manger une soupe miso, c'est la mode. Tu vas chez le japonais, tu prends une soupe miso. C'est fait comment? Bah je sais pas. Bah, c'est une pâte qu'on met dedans. Ah bon, c'est une pâte? Pâte de quoi? Une pâte de quoi? Elle est fait comment? Et une sauce soja avec tes sushis? Oui, c'est quoi une sauce soja? C'est la première boisson fermentée au monde. Ah bon? Ah c'est fermenté, mais ça pétille pas. Ben, c'est pas parce que ça pétille pas que c'est pas fermenté, etc. Donc, qu'est-ce que la fermentation? J'utilise ça parce que je vois souvent à la mode dans les magazines une eau détox. Oh, j'adore celle-là. Une eau détox. Il y en a, ils font de l'eau détox dans des bocaux. Forcément, elle est détox. Hein. Parce que vu ce qu'ils mettent dedans, si tu la bois, tu vas te vider, ça c'est sûr. Mais en aucun cas, elle correspond à un véritable... Ah, comment j'ai entendu l'autre fois? Ah, mon eau, elle est parfumée. Alors, tu peux aller chez Sephora pour l'eau de parfum. Est-ce qu'une eau fruitée, une infusion, etc. Toi, c'est des termes techniques qu'on a repris, qu'on utilise tout le temps, mais sur lesquels les gens ne se posent pas de questions. Toi, tu mets dans notre cuisine le nombre de chefs qui met une branche de thym, de laurier et qui va la laisser 3 heures. Ah bon? Et pourquoi? Bah, je sais pas, on fait comme ça. Bah, quand tu prends un thé, tu le laisses infuser 3 heures, ton sachet de thé? Non, tu le laisses infuser un temps par rapport à la quantité d'eau, par rapport à la température et par rapport à la plante elle-même. Bah, c'est un peu ça la cuisine du végétal. Donc c'est ça qu'on a voulu tous ensemble s'unir et référencer, décortiquer. Moi j'ai apporté certaines choses, puis à côté j'ai les copains, ils me disent ouais mais là on comprend pas ce que tu nous dis là. Faut qu'on déchiffre dans ta tête. Et ainsi de suite. Et c'est ça le travail d'équipe et c'est cette richesse-là qui fait ce livre-là. Pour poursuivre un petit peu ce que disait Frédéric, on a dit tout à l'heure que le livre était un portail. On parlait tout à l'heure du digital. Le livre est une porte vers un formidable territoire de créativité. Cet univers végétal, on a parlé de la cuisine française, de la cuisine à la française. On parle souvent de la créativité dans la cuisine française et dans les cuisines en général. Quand on interroge des professionnels, des chefs et tous les gens, encore une fois, qui cuisinent pour les autres, bien sûr qu'ils savent faire du végétal. Mais en général, la première réaction qui suit, c'est « je n'ai pas forcément appris autant que le reste ». Et donc, pour rentrer dans tout cet univers formidable de créativité, de création de plats, de création de saveurs, le livre vient apporter cette boîte à outils. Parce qu'après tout, on sait utiliser une plancha, on sait utiliser un four, on sait utiliser une poêle. Mais griller poêler un filet de dorade ou griller une entrecôte, mais poêler une asperge ou griller un poireau, ça ne se fait pas de la même façon. Et on le sait moins, c'est ce que tu... Et on le sait moins. Et c'est le travail que l'équipe a réalisé. Alors moi je vais rebondir un peu là-dessus en tant que prof de cuisine. Hein. Avec Jean-Michel, on a été professeur de cuisine pendant relativement longtemps. Et c'est vrai aussi pour ça qu'avec BPI, on travaille ensemble depuis relativement longtemps. Et Frédéric le disait très justement, c'est-à-dire que dans les écoles hôtelières, et notamment au niveau des centres de formation, on a tendance à se concentrer un petit peu sur les produits animaux, hein, et puis un peu tout ce qui vient de la mer, etc. Donc crustacés, poissons, viande. Et c'est vrai qu'on a peut-être tendance, et on a eu tendance très longtemps, à ne pas se rendre compte de
toute cette richesse qu'on aurait pu avoir à donner à nos apprenants tout ce qu'on peut trouver dans le végétal. Et c'est vrai que c'est un petit peu... alors je dirais pas que c'est tard, mais il est grand temps que ce que fait aujourd'hui Frédéric dans son école du végétal, qu'on puisse l'amener à tous ces jeunes qui sont déjà dans les lycées hôteliers, parce que c'est eux, quelque part, qui vont faire évoluer ce que disait Jean-Michel tout à l'heure, c'est-à-dire que si on veut vraiment prendre et décoller à un moment donné, c'est-à-dire que c'est ce qu'on apprend quelque part dans les centres de formation qui permettront à un moment donné de pouvoir donner toute cette richesse de cette cuisine végétale quand ils vont arriver dans le métier, parce que c'est « ah ben tiens, j'ai vu ça, ah ben j'ai fait ça, j'ai travaillé sur ce produit-là ». Et nous, et je peux le dire très honnêtement, et je le dis avec beaucoup de franchise, ces 2 ans ou ces 2 ans et demi de partage autour de cette cuisine végétale, moi, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses que je ne maîtrisais pas. Et j'ai un peu plus de 60 ans, mais je dis bravo, parce que je dis simplement, on aurait voulu le connaître plus tôt, parce que ça a été des moments fantastiques, quoi. Moi, quand Frédéric fait une masterclass sur la patate douce, je me dis, nom de Dieu, mais oui, la patate douce, je savais à quoi ça ressemblait. On l'utilisait comment? Ah bah juste en purée, parce que c'est ce qu'on avait appris à faire, parce que c'est facile, je le cuis à l'eau, je le réduis en purée, je rajoute un petit peu de beurre ou un peu de crème. Mais nom de Dieu, mais oui, il y a tellement d'autres choses à faire, et ça a été comme ça sur les 200 produits, quoi. Et bon, je crois qu'on a encore plein de boulot à faire, parce qu'on n'est qu'au début, hein, notamment au niveau des vidéos, mais j'espère qu'un jour les gens pourront se rendre compte de ça, parce que ça a été des moments fantastiques quand on a tourné les vidéos avec le groupe Bonduel, et quand ils parlent de cuisine gourmande, oui, on se rend compte qu'avec du végétal, on est capable de faire rêver les gens, quoi. Et donc, voilà, amenons ça à tout le monde, et je crois que ce livre de référence, c'est... Allez, s'il y en a 3 millions qui l'achètent, BPI sera content, nous aussi, bien sûr, mais je crois que ça doit devenir le petit livre qu'on met à côté de son chevet pour pouvoir justement se dire que dans le végétal, il y a des choses absolument fantastiques. Juste une petite phrase, et Pierre-Paul a raison, parce qu'il parle de formation, et moi je suis aussi dans la formation aujourd'hui. La cuisine du végétal, c'est la plus dure cuisine du monde. Pourquoi? C'est intéressant de se poser le pourquoi. Je vais prendre simplement les signes de reconnaissance d'une maturité. La viande, comment tu reconnais la fraîcheur d'une viande? 4-5 critères. Un poisson, 4-5 critères. L'œil vif, l'ouïe, l'écaille, etc. Il y a 1 milliard de végétaux sur Terre. C'est 1 milliard de façons différentes de les reconnaître et de savoir s'ils sont matures ou pas. Tu vois, dès qu'on commence à savoir, tiens, une pêche, souvent les gens, je dis, ah bah tiens, la tomate, c'est pas grave, tu vas la faire mûrir sur ton balcon. Ah bon? Ça mûrit la tomate après la récolte? Expliquez-moi. Les fruits climatériques ou pas climatériques. Cueillir un abricot, il va jamais mûrir après. Mais si. Et ça, c'est le début de la cuisine. Même dans la façon de consommer, la maturité, si je prends l'exemple de la banane que tu m'as expliqué souvent, le fait de manger la banane à une maturité différente n'a pas les mêmes vertus ou tout à mauvaises fait. vertus. Tout à fait. Les fruits à différentes... regarde, tiens, on reprend l'abricot. L'abricot, tu le manges frais, il est diurétique. Tu le manges sec, il est constipatif. Donc, il arrive à un moment donné, pourtant, c'est le même abricot. Donc, il y a deux façons, 3 façons, 4 façons de manger les végétaux et de les cuisiner. Souvent aussi, on dit, là, tous autant qu'on est, les expériences de cuisine, « Ah, mais ta carotte, elle n'est pas cuite ». Comment ils disent les jeunes? MDR, mort de rire. Parce que je dis, mais attendez, pourquoi vous me dites qu'elle n'est pas cuite? Ben non, regarde, elle n'est pas cuite. Mais la carotte, elle se mange crue à archi-cuite. Elle se mange de carotte râpée à pot-au-feu. C'est toi, en tant qu'individu, qui va dire à quelle cuisson tu veux la carotte. Mais la carotte, elle s'en fout. Elle peut être mangée crue ou très cuite. Et est-ce qu'elle s'épluche d'une façon ou d'une autre? Aussi, le sens de l'épluchage. Mais pourquoi? Est-ce que c'est une question d'amertume, d'acidité, qu'est-ce qui se passe? Pour qu'on comprenne l'ADN du livre aussi. C'est la logique. L'ADN du livre, c'est remettre en valeur les logiques du végétal. Il y a bien un sens pour couper la viande. Il y a bien un sens pour couper le poisson. Et il n'y aurait pas de sens pour couper le végétal.
La tomate, les gens ils disent la tomate n'a pas de goût. Bah oui, tu la coupes à l'envers. Mais comment ça? Bah oui, parce que quand vous allez regarder comme ça, ouais, c'est simple. Là, vous regardez, ça pousse par le pédoncule. Et où arrive la sève? Elle arrive par le haut. Donc elle se diffuse comme ça et elle remonte comme ça. Si vous coupez un quartier, vous avez une partie de cette saveur. Vous la coupez à l'horizontale, vous avez toute la saveur quand vous allez manger une tranche. Donc il y a un sens. Pourquoi les carottes on les coupait en biseau? Parce que on avait plus de chair que de cœur. Tu la coupes en rondelles, tu as plus de cœur à l'intérieur, etc., etc. Nos anciens, ils avaient combien il y a de techniques culinaires, Pierre-Paul, sur les légumes? Je crois que c'est le plus grand nombre, la pomme de terre, c'est les plus grands nombres de techniques de découpe et de taillage qui existent dans le monde. Est-ce qu'on est en retard, nous, en France, par rapport à d'autres pays, sur le végétal? On parlait de l'Inde tout à l'heure, ou d'autres. Oui, je pense on est en retard. Ce qui est positif, c'est qu'on est en train de le rattraper, puisqu'on sent qu'il y a eu une grosse prise de conscience. Les jeunes générations, ils vont beaucoup plus facilement que certaines. Donc, il faut voir le bon côté des choses. Après, on a peut-être pris du retard à un moment donné, puisque culturellement, la protéine animale était très présente. Et je pense que dans nos bases de cuisine, où tout était à base de jus de fond, quand on prend un bouillon de volaille, un fond de veau, un jus de veau, à un moment donné, il faut bien avoir la protéine pour pouvoir cuisiner. Donc je pense qu'on n'a peut-être pas su, à un moment donné, aller chercher des techniques alternatives pour se passer de tout ça. Donc j'ai envie de dire, oui, le retard, il a été là, il est en train d'être rattrapé. Les jeunes générations poussent les chefs et viennent nous challenger au quotidien, puisque voilà, c'est chacun, j'ai envie de dire, à ses motivations. Ça peut être sous le côté le bien-être animal, ça peut être le côté climatique, ça peut être le côté culturel, ça peut être tout un tas de choses qui nous poussent, nous, chefs, à aller vers cette consommation encore plus poussée du végétal. Donc, je pense que ça va être assez rapide pour reprendre le fil. Mais voilà, après, j'ai envie de dire, Paris, c'est pas fait en un jour. Il faut être patient. Il faut surtout prendre conscience que les enjeux sont là et il faut les saisir à bras le corps. Et surtout, pas avoir peur d'aller vers cette nouvelle cuisine, cette nouvelle façon de consommer, parce que je pense que j'en suis là un peu la preuve vivante, à partir de ce qu'on disait tout à l'heure, d'un poste de charcutier traiteur à être vraiment expert dans la cuisine du végétal. C'est pas sorcier, j'ai envie de dire. Il faut juste se donner la peine, avoir envie et avoir envie. Et quand on va avoir envie et se donne la peine, on va procurer du plaisir pour nos convives. Et ça, c'est ultra important, parce que oui, on mange pour s'alimenter, pour vivre, pour manger, bouger, pour les fonctions vitales. Mais il y a quand même, nous, en France, cette notion de plaisir. Ah oui. La preuve, quand on est à table, on parle de quoi quand on est à table? De ce qu'on va manger ce soir, demain, ou où on a mangé le week-end dernier. C'est ça. Luc. Je voulais revenir sur un point, c'est que je ne sais pas si on en avance ou si on est en retard, mais en tout cas, ce livre, et on a été tous s'inspirer de nos expériences culinaires qu'on a vécues peut-être à travers le monde, et encore plus Frédéric que tous les gens qui sont autour de la table, là, parce qu'il a la chance de voyager partout. Mais je reprendrai quelques exemples simples. Le dal en Inde, qui est finalement une belle inspiration. Et quand on fait un dal, on essaye de comprendre comment ça fonctionne. Techniquement, comment ils font, pourquoi ils le font, etc. Comment ça s'infuse, comment on apporte du goût. Un risotto, par exemple. Un risotto. Voilà, on est dans la céréale, le riz, voilà. Et je pense que le travail aussi qu'on a mené aussi énormément sur la partie technique de base, je vais prendre un exemple qui me vient en tête, là, c'est le travail qu'on a fait sur les bouillons et les fonds. On sait bien que dans la cuisine française, la base de toutes les sauces, de toute la gastronomie tourne autour des bouillons, des fonds de sauce. Les carcasses exactement. De l'animal. Et les questions qu'on s'est posées et tout le travail qu'on a mené, c'est de se dire, mais finalement, comment on va faire un bon bouillon végétal ? Et là, là aussi, encore une fois, l'expérience de chacun, etc., nous a permis. Et puis, donc on a construit, vous verrez dans ces techniques de base, comment on fait un bon bouillon végétal, comment on fait un fond végétal, vous verrez, et avec des choses extrêmement gourmandes pour venir derrière, après, arroser ou réaliser son risotto, par exemple.
Je reviens là-dessus en disant, effectivement, je vous rappelle que le livre n'est pas du tout un livre d'extrémisme, comme parfois on peut parler de végétal en disant « Ouh là là, ils veulent me faire manger des légumes, il n'y a pas de viande ». Pas du tout. C'est la définition qu'Antoine nous a donnée, c'est une boîte à outils dans laquelle vous allez pouvoir utiliser les outils et rien ne vous empêche ensuite, grâce à ces outils, de construire le menu que vous désirez, l'apprentissage, rajouter des protéines animales si c'est votre plaisir, etc. Mais c'est vraiment cette boîte à outils qui vous permet d'évoluer. Vous vouliez parler? Oui, je voulais prendre juste un petit peu la parole. Par exemple, je vais prendre on va prendre un exemple de cuisson. On va prendre un exemple, on parle de technique de base. Alors, tous les gens qui sont autour de la table vont le comprendre. On va parler d'une cuisson poêlée. Alors, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas du tout un steak qu'on va mettre dans la poêle. C'est vraiment une cuisson qui va justement mettre en parallèle de la protéine, du végétal et un petit peu de matière grasse. Et c'est vrai que si on parle d'une cuisson poêlée, c'est une cuisson qu'on va faire en basse, je dirais pas en basse température, mais une cuisson qui va être relativement lente, dans laquelle on va mettre de la viande, mais dans laquelle, au fond du récipient, c'est-à-dire normalement c'est un rondeau, dans lequel on tapissait ce rondeau avec ce qu'on appelait une matignon de légumes ou une garniture de légumes, donc en général du céleri, des carottes, des oignons, un petit peu de tomate, on mettait ça au fond du récipient, un peu de beurre clarifié, on posait dessus la pièce de viande, en général c'était du veau ou du porc, en général c'était comme ça qu'on faisait, et on faisait cuire ça avec un couvercle sur le dessus. Alors on utilisait en fin de compte la base de légumes pour parfumer la viande, et on s'est jamais dit, est-ce qu'on n'utilise pas la viande quelque part pour parfumer les légumes? Et ce qui était assez fou, c'est que très souvent, qu'est-ce qu'on faisait avec les légumes quand c'était terminé? On les utilisait pas. Ouais. Et c'est là où quelque part aujourd'hui, c'est vrai que ce travail qu'on a pu faire durant ces 2 ans et demi, 3 ans, je me dis mais comment durant mes années d'enseignement, on s'est pas dit tiens, en fin de compte, qu'est-ce qui est le meilleur dans ce qu'on est en train de faire? Est-ce que c'est pas les légumes qui ont été parfumés avec la viande, etc. Et c'est ça qu'on va mettre peut-être en avant. Et aujourd'hui, je crois que c'est cette réflexion qu'il faut se faire, c'est-à-dire que, justement, parce qu'on n'est pas extrémiste du tout, c'est remettre les légumes dans cette cuisson-là. Ça a vraiment une particularité, et il faut les utiliser, et puis il faut les mettre en avant, quoi. Voilà. Ça permet de répondre à des questions importantes aujourd'hui, qui sont les questions de l'économie, effectivement. Et puis le zéro waste, on évite de jeter tout ça, on les réutilise, on inverse. Est-ce qu'il y avait une question? Ouais, vas-y, je te laisse parler. Oui. Juste un petit complément, Sébastien. Lorsque, à la question, est-ce que les Français sont en retard, etc., je pense qu'il ne faut pas du tout qu'on culpabilise. Les Français ont été à la pointe de la gastronomie pendant très 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 longtemps, et du coup, plus haut le micro, c'est ça? Oui, d'accord. Comme ça va? Il pleut. Alors, ça nous laisse le temps de la réflexion. À la question, est-ce que nous sommes en retard, et est-ce que je suis en train de prendre l'eau là. Moi aussi. Je ne sais pas si. Moi aussi. Voilà. Je continue ça? Oui, vas-y. D'accord. C'est du live. Ok. Alors, à la question, est-ce que nous sommes en retard? Nous ne sommes pas en retard parce que nous avons été en avance. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est l'esprit du livre. Justement, c'est de faire ce basculement. À savoir que lorsqu'on regarde le comportement des gens, il y a ce qu'on appelle la pensée magique. Et la pensée magique, c'est de dire que je suis ce que je mange. Si aujourd'hui, lorsque vous m'interviewez ou lorsqu'on parle, quelqu'un est particulièrement tonique, eh bien c'est parce qu'il a mangé du lion. À l'inverse, quelqu'un qui serait un peu flagada, comme ça, c'est normal, il a du sang de navet. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui nous imprègne. Oui. Par conséquent, il faut en être conscient, et le basculement va se faire. Oui, c'est ça. Quand on disait à l'époque, ma mère, elle disait quel cornichon celui-là. Elle disait pas ça. Donc voilà, alors il nous reste quelques instants pour apprendre à nager, là, c'est ça, non? C'est ça. Non, alors on va conclure, mais moi je veux quand même reparler du livre aujourd'hui, puisqu'on termine là-dessus. Merci à tous de cette participation. La cuisine végétale de référence, BPI Édition. Le prix est de 49 €. Non, c'est pas. Non, tu déconnes. Donc combien le vrai prix? C'est pas assez cher. Combien? 49 €.
Bon, 49 € pour une encyclopédie pour tout le monde. Pour tout le monde, 49 €, encyclopédie, la cuisine végétale de référence. Voilà. Ah. Pour 20 ans de travail, c'est pas beaucoup. Oui, plus que ça. Voilà, pour voir juste effectivement les introductions. Je vous ai fait le résumé tout à l'heure de tout ce qui se faisait. Et les 200 vidéos. À qui je parle? À toi, à lui, à elle, à toi. Donc la cuisine végétale de référence. Pour moins de 50 €, une merveille. Nos contributeurs, tout cela, merci beaucoup pour ce moment formidable d'échange. Merci infiniment et bravo à tous.